tirer les bonnes leçons de ses échecs parfois, et au contraire, quand ça se passe bien, pourquoi ça s'est bien passé. C'est l'art du débriefing. Révéler les talents, c'est le pari que s'est donné notre école, l'IFAG. Je suis Gaëlle et je serai la voix de ce podcast pour interviewer d'anciens étudiants, mais aussi des partenaires, experts et acteurs de la formation. À ce micro, ils nous partageront leur expérience du management, tout comme leur vision de ce qui définit le talent. Venez puiser de l'inspiration au gré de leurs témoignages sur cette première saison. La fabrique des talents ? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents. Connaissez-vous les process utilisés en aéronautique pour performer ? Quelles sont d'après vous les clés pour garder une équipe d'aviateurs motivée ? À mon micro, je reçois Patrick Dutartre pour y répondre. Général d'aviation, pilote de chasse et ancien leader de la Patrouille de France, Patrick Dutartre a été directeur de la communication et directeur des relations internationales de l'armée de l'air avant d'être conseiller auprès de 2 ministres des Affaires étrangères. À la tête d'un cabinet de consulting spécialisé dans l'excellence opérationnelle et l'intelligence collective, il est aujourd'hui conférencier et nous partage dans cette interview son regard d'expert sur les piliers pour être performant en management. Son expérience est, vous le verrez, inspirante. Bonne écoute! Bonjour Patrick. Bonjour Gaël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. Eh bien, écoutez, plaisir totalement partagé en ce début janvier. Alors, on a choisi de parler de management ensemble aujourd'hui et j'ai envie de démarrer par la première question, qui est une question assez large et pour laquelle je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Quels sont, selon vous et selon votre expérience, les 3 piliers pour être un bon manager? Écoutez, effectivement, moi j'en ai identifié trois. Pourquoi? Parce que on s'est appuyé sur l'expérience d'équipes emblématiques comme la Patrouille de France, mais plus largement du monde aéronautique, ou des équipes de football ou de rugby performantes. Qu'est-ce qu'on constate? Et en fait, il faut, pour être d'une manière ou d'une autre performant en termes de management, il faut déjà être très vigilant sur trois piliers. Le premier, c'est l'organisation d'une équipe. Qu'est-ce que ça veut dire l'organisation d'une équipe? Eh ben, il faut recruter les bonnes personnes, il faut prendre le temps de les intégrer, il faut que la place et mission de chacun soient bien définies, et il faut former. C'est quatre incontournables d'une organisation d'une équipe. Ensuite, il faut des process de travail du quotidien. On y reviendra si ça vous intéresse. Il y a des process que nous, on utilise à la Patrouille de France, mais plus largement dans les 50 métiers du monde aéronautique. Et ces process de travail nous permettent une certaine performance en toute confiance et, euh, et avec un certain bien-être des collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont incontournables, et on en parlera si cela vous intéresse. Et bien Mm. sûr, il faut du management. L'homme est au cœur du dispositif, et dans le management, il y a trois volets importants de mon point de vue. Le premier, c'est qu'il faut s'assurer d'une bonne cohésion au sein de notre équipe, et c'est un vrai travail, mais ça demande un peu de méthode. Il faut de la motivation aux collaborateurs. Ça, c'est quelque chose de soi-même en tant que manager, mais également de ses collaborateurs. Donc ça, c'est un travail quotidien. Et enfin, il faut un leadership. Il faut savoir quelqu'un qui dise, les amis, c'est par là qu'il faut aller. Et attention, on est en train de dériver. Et le manager, c'est celui qui fixe le cap et qui fait tout ce qu'il faut pour le garder. Mm. Alors, je veux bien qu'on rentre un peu plus dans le détail, en effet, sur les process, peut-être pour démarrer. Qu'est-ce que vous entendez derrière process de travail? Un processus de travail, nous, on en a identifié cinq dans le monde aéronautique. En fait, l'expérience montre que, par exemple, pour une mission en vol, exactement comme un projet, mieux on est préparé, généralement, mieux ça se passe. Donc Mm. la préparation, c'est quelque chose d'incontournable. C'est exactement la même chose
c'est exactement la même chose pour un chantier de travaux publics, par exemple, ou un chantier de bâtiment. Entre un chantier bien préparé et un chantier mal préparé, bah, c'est très simple. Un chantier bien préparé, vous avez une chance peut-être de faire votre marge. Et un chantier mal préparé, vous êtes sûr de prendre le bouillon. Donc, la préparation, c'est incontournable. Là, après, il y a des process dans la préparation. Ensuite, une chose qu'on connaît un peu, mais qu'on ne mesure pas toujours l'importance au quotidien, c'est le briefing. Le briefing, c'est quoi? Le briefing, c'est une petite réunion qui va permettre au manager, si vous voulez, de bien s'assurer que chacun connaît son rôle et sa place dans le travail d'équipe, et également s'assurer que les attendus pour un travail particulier ou une journée ou une semaine ou un mois d'activité sont parfaitement connus. Ça, c'est Mmh. l'objet du briefing, qui est une religion en aéronautique. Ensuite, nous, on utilise un troisième process de travail qui est ce qu'on appelle la visualisation, c'est-à-dire l'art de se projeter mentalement dans le futur. Et les aviateurs, on n'a pas le choix. On visualise tout le temps. Et la visualisation, c'est un outil de haute performance. Vous observerez que l'année dernière, on a organisé les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il n'y a pas un seul champion olympique qui n'utilise pas la visualisation pour performer. C'est un Mmh. formidable outil. Et la bonne nouvelle, c'est que chacune et chacun d'entre nous peut l'utiliser dans son quotidien. La visualisation, c'est le fait de pouvoir se projeter justement dans la réalisation de cet objectif? Ah, oui, il y a plusieurs manières de visualiser. Je vais vous en citer cinq pour les aviateurs, parce que nous, on n'a pas le choix. En fait, c'est Mmh. l'art de se projeter mentalement dans le futur. Oui. L'art également d'anticiper les événements. Pour les aviateurs, on l'utilise de cinq manières différentes. La première chose, c'est qu'on va visualiser un objectif, c'est-à-dire que, par exemple, si on doit aller se poser sur le terrain de Brest, je prends par exemple, et bien vous allez visualiser dans un document comment est constitué le terrain de Brest, longueur de piste, largeur de piste, l'orientation de la piste par rapport au nord géographique, les taxiways, les parkings, la tour de contrôle. Donc, vous visualisez l'objectif. Ensuite, seconde manière de visualiser, vous allez viser l'environnement de l'objectif, c'est-à-dire où se trouve le terrain de Brest par rapport à la ville de Brest, par rapport à la rade de Brest, par rapport à l'île longue, la zone interdite, par rapport à éventuellement des obstacles, par rapport au terrain de l'Andivisio, pas très loin. Donc, vous allez visualiser l'environnement de l'objectif, c'est ce qu'un aviateur fait en préparation. Ensuite, vous allez visualiser le plan de vol. Par quel chemin vous allez passer pour atteindre votre objectif? Est-ce que vous passez par le nord de la Bretagne, par le sud de la Bretagne, au plein centre, passez par Carhaix? Eh bien, vous allez définir exactement comme euh, pour un objectif à atteindre pour vous, pour un dossier, vous allez visualiser les différentes étapes pour atteindre votre objectif. Et ben, c'est la même chose pour nous en aéronautique. On visualise ce qu'on appelle un plan de vol avec des points de passage. Enfin, on va visualiser également, tout ça c'est toujours l'anticipation, et ensuite, quand on part en mission, évidemment, il y a toujours des écarts entre ce que vous avez préparé et ce qui se passe en réalité. Et donc, la quatrième manière de visualiser pour un aviateur, c'est de visualiser les écarts, et ce qui vont vous permettre de corriger votre trajectoire ou bien de prendre des décisions, notamment en fonction du carburant restant. Donc, vous visualisez l'écart, c'est la quatrième manière de visualiser. Et pour nous, la cinquième manière de visualiser, c'est face à des imprévus. Vous avez tout d'un coup une mauvaise condition météorologique. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez dans le nuage, sous le nuage, au-dessus du nuage? Est-ce que vous contournez par le nord, contournez par le sud? Est-ce que vous faites demi-tour ou bien vous déroutez? Et bien, l'aviateur, lui, il n'a pas le choix. Il visualise en accéléré toutes ces échappatoires ou toutes ces possibilités, et il va essayer de choisir la meilleure. Voilà très rapidement brossé la manière dont les aviateurs visualisent. En fait, ils n'ont pas le choix. Et plus vous avez un appareil qui va vite, plus vous allez viser rapidement. Mais retenez que c'est un outil de haute performance assez peu utilisé dans l'entreprise, beaucoup utilisé dans le monde du sport. Mmh. Enfin, le quatrième outil de process de travail de l'aéronautique, c'est le débriefing. Ça, tout le monde a plus ou moins entendu parler. Quand j'interroge les chefs d'entreprise, ils me disent, bon, c'est quoi un débriefing? Alors, qu'est-ce qu'ils me répondent? Un retour d'expérience, on analyse de ce qui était bien, pas bien, des ressentis. En fait, en aéronautique, c'est extrêmement simple. Le débriefing signifie progrès. Débriefing égale progrès.
Et ça, c'est le secret de l'aéronautique. Nous, on n'a pas le choix, les aviateurs. On débriefe tout le temps, dans un seul but, comment faire mieux la prochaine fois. Mm. Or, force est de constater que 95% des entreprises débriefent mal ou pas du tout. Je sais pas, c'est comme ça, on n'apprend pas ça à l'école, c'est fort dommage parce que le débriefing, c'est un outil extraordinaire. Et c'est un outil de haute performance. Et c'est comme ça que l'aéronautique a permis, en 66 ans, de passer du premier vol des frères Wright le 17 décembre 1903 à Neil Armstrong le 20 juillet 69 sur la Lune. Tout simplement Mm. parce que les aviateurs et les astronautes débriefent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois? Comment tirer les bonnes leçons de ces échecs parfois, et au contraire, quand ça se passe bien, eh ben, pourquoi ça s'est bien passé? C'est l'art du débriefing. Enfin, le dernier outil des process de travail de l'aéronautique, c'est comment capitaliser l'expérience dans une équipe. Comment ne pas refaire toujours les mêmes choses, en tout cas ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, comment progresser? Eh ben, on a un outil, on a plusieurs outils, nous, pour capitaliser et transmettre le savoir-faire. Alors, je ne le développe pas en détail, mais dont notamment les checklists. Le checklist, c'est un Mm. formidable outil pour tout ce qui est opérationnel et répétitif. Voilà les 5 process du monde aéronautique: la préparation, le briefing, la visualisation, le débriefing et la capitalisation et la transmission du savoir-faire. Mm. On est vraiment sur une, oui, une vision à 360 des différents process de travail utiles et nécessaires pour que le travail en équipe se passe bien finalement. Ben, c'est exactement ça, Gaël. Et en fait, nous, on a fait des études aussi. On a réalisé que si un seul des outils de travail, que ce soit dans l'organisation de l'équipe, que ce soit dans les process ou dans le management, est déficient, c'est-à-dire que si vous avez une faiblesse trop importante dans une seule des 12 thématiques qu'on évoque aujourd'hui, eh ben, vous avez un problème. Mm. Vous avez un problème de performance, en tout cas pour les équipes emblématiques, comme les plantations à vol. Et ben, si vous êtes obligé d'être à un très haut niveau de performance dans chacune de ces 12 thématiques. Les 5 de process de travail aéronautique, les 4 d'organisation et les 3 de management. Alors, dans les 3 points de management que vous avez cités, tout à l'heure, vous parliez de cohésion d'équipe, de motivation et de leadership. Moi, je voulais vous poser la question, comment fait-on pour, garder une équipe motivée? C'est quoi le secret? C'est le plus difficile. Franchement, c'est le plus difficile. La première chose, c'est qu'il faut d'abord être soi-même motivé, parce que si on n'est pas très motivé, il y a assez peu de chances que nos collaborateurs soient motivés. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que il faut essayer de créer les meilleures conditions possibles auprès de ses collaborateurs. Ça, on a fait une étude aussi, enfin, je crois que c'est nos amis américains qui ont fait cette étude, qui montre qu'en moyenne, un collaborateur ne donne que 50% de ses capacités strictement en échange d'un salaire. Bien sûr, certaines personnes, c'est 20%, d'autres, c'est 100%, à la limite du burn-out. Mais en moyenne, c'est 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne est très motivée, les autres 50%, eh ben, il va les donner ou pas. Mmh. Et c'est comme si vous doubliez c'est comme si vous doublez, pardon, la, votre capacité en personnel, tout simplement parce que quelqu'un est motivé, en fait. Et donc, ou une équipe est motivée. Donc, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on le voit pour les équipes de foot ou de rugby, l'engagement des personnes est extrêmement important, c'est évident. Et donc comment? Alors, il y a des outils hein, pour la motivation. Par exemple, on est beaucoup plus motivé quand on gagne que quand on perd. Mmh. Et donc, tout l'art d'un chef, c'est quand on perd, c'est de remonter la pente avec son équipe. C'est facile d'être chef quand on gagne, c'est plus difficile quand on perd. Et donc, il faut des capitaines, en tout cas d'équipe, en tout cas des leaders qui sachent stimuler leurs collaborateurs. Ce qui motive aussi, c'est la visualisation de son apport, c'est le sentiment d'appartenance. Vous savez, à une époque, on disait une chose, c'est que on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Donc ça veut dire que c'est très le comportement du manager est extrêmement important. Moi, je ne connais pas d'équipe ou d'entreprise dans laquelle l'humeur des collaborateurs n'est pas égale à l'humeur du chef. Donc si vous avez un chef qui est
qui dit bonjour, les collaborateurs disent bonjour. Si le chef est crispé, les collaborateurs sont crispés. Si le chef ne dit pas bonjour, les collaborateurs ne disent pas bonjour entre eux. C'est absolument incroyable, Mm. ce mimétisme. Et donc, du coup, si vous avez un leader, un manager, c'est ça qui est important, et ben, qui a la pêche, qui sourit, qui est bienveillant, et ben, tout le monde va suivre derrière. Et plus il est motivé, plus ses collaborateurs vont être motivés. Oui, donc c'est cette figure de rôle modèle, en fait, finalement. Absolument. L'exemplarité. Moi, j'appelle ça l'exemplarité. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a d'autres outils, hein, bien sûr, que les personnes se sentent bien dans leur travail. Donc, vous savez, l'art d'un chef, d'un manager, c'est très simple. Moi, j'aime bien cette définition. C'est comment obtenir le meilleur de chacun de mes collaborateurs dans, un, l'intérêt de l'entreprise. Pourquoi l'intérêt de l'entreprise? Parce que c'est l'intérêt du collectif. Et ensuite, si possible, l'intérêt de l'individu. Donc tout l'art du manager, c'est aussi de savoir écouter, de savoir donner les bonnes responsabilités à certaines personnes, de ne pas les mettre forcément dans une zone d'inconfort, mais au contraire dans une zone où on va pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc ça, c'est un art, c'est beaucoup d'écoute, c'est bien écouter, sentir ses collaborateurs. Et puis mieux que ça, les aimer d'ailleurs. La responsabilisation, ça peut être un facteur de motivation. La reconnaissance, ça c'est un point très important en termes de motivation. Euh, euh, il y avait une étude américaine qui montrait que 2 personnes sur 3 dans le monde anglo-saxon ne recevaient aucun signe de reconnaissance positive sur une année durant. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui on dit jamais bonjour, par exemple, ou jamais c'est bien. Alors, je suis Mm. d'accord, dans certains cas extrêmes, c'est pas facile, mais il y a toujours quand même une porte d'entrée chez les gens. Dans la 95% de nos collaborateurs, voire 98. Donc, il faut trouver cette porte d'entrée. Et puis, les gens ont besoin de reconnaissance. Il y a très peu de gens sur cette planète qui n'ont pas besoin de reconnaissance. Et donc, en tant que manager, il faut être très vigilant là-dessus. C'est pas tous les jours, mais c'est relativement fréquent. On dit souvent quand ça va pas, mais on dit pas souvent quand ça va bien. Et il faut dire quand ça va bien. Mm. Et enfin, les conditions de travail, ça aide, bien sûr, les conditions financières, mais Mm. ça ne motive qu'un certain temps. Euh, Toutes les bonnes idées, en fait, sont bonnes pour motiver ses collaborateurs. Le fait qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe, donc si vous avez une bonne cohésion d'équipe aussi, eh ben, il y a une meilleure motivation. Si les gens sont contents de venir à l'entreprise parce qu'ils sont accueillis, parce qu'il y a une bonne atmosphère de travail, parce qu'ils sont reconnus, eh ben, ils vont être plus motivés. Donc, c'est un art, mais c'est ce qu'on demande aux managers d'aujourd'hui. Je reconnais que c'est pas facile, mais pourtant c'est incontournable. Regardez autour de vous la performance de quelqu'un qui est motivé et la performance de quelqu'un qui n'est pas motivé. C'est très spectaculaire. Mm. Alors, vous disiez tout à l'heure que chacun de ces trois piliers, l'organisation, donc les process de travail et le management, euh, bah, finalement, on ne peut pas forcément en négliger un, sinon les deux autres enfin, ne vont pas complètement fonctionner. En quoi est-ce qu'ils sont indissociables, justement? Mais j'irais même c'est pire que ça. Dans les 12 clés, on va, tiens, par exemple, s'arrêter une seconde sur l'organisation d'une équipe. Et un manager, il doit déjà analyser l'organisation de son équipe. Vous avez 4 clés dans l'organisation d'équipe. Le recrutement, sélection des candidats que vous avez, Oui. de vos personnels, quand vous recrutez, bien sûr, hein. L'intégration, la placement de chacun, la formation. Imaginez que vous avez super bien recruté quelqu'un. Bon, cette personne est super bien, elle est parfaitement alignée avec la culture d'entreprise, parfait. Très bon. Vous prenez le temps de l'intégrer. Là, vous prenez le temps de l'intégrer. Bon, ça, c'est super. Toc. On fait ce qu'il faut. Sa place est bien définie, mais que vous ne la formez pas, cette personne, eh ben, ça ne va pas bien marcher si vous ne la formez pas. Vous ne lui apprenez pas les ficelles du métier qui est parfois un peu spécifique dans votre entreprise, eh ben, ça ne va pas marcher. Même chose, si vous le formez très bien, mais la place et mission de la personne est floue, est redondante avec quelqu'un, où il y a des zones grises, ou au contraire, il y a des zones où 2 ou 3 personnes font la même chose sans coordination. Ben, ça ne va pas fonctionner. Mm. Si vous recrutez super bien, si vous avez la passion de chacun très bien, si vous formez vos collaborateurs, mais vous ne prenez pas le soin de les intégrer, et ben, comme ça arrive très fréquemment, il y a des gens qui s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas intégrés dans l'équipe.
Et enfin, vous intégrez très bien les gens. Vous définissez parfaitement qui fait quoi. Vous formez vos collaborateurs. Sauf que vous recrutez pas les bonnes personnes. Eh bien, ça marche pas. Donc, vous voyez, quand vous poussez les choses à la limite, vous vous rendez compte que toutes ces clés, en fait, elles sont toutes importantes. Donc, un manager d'aujourd'hui, il doit avoir conscience de l'importance des trois piliers et au-delà de ça, comment ça fonctionne au sein de chaque pilier. Et moi, c'est ce que j'appelle la méthode. Et ces outils-là doivent être analysés par les managers, en être conscients. Et après, c'est à lui de mettre les petites touches, de mettre des quick wins, des gains rapides sur pour augmenter la performance dans chacune de ces clés. Moi, c'est l'objet de mes conférences. Ouais, c'est passionnant en effet et c'est marrant. J'ai plein d'exemples en tête, plein de qui viennent alimenter en fait votre réflexion, comme quoi en effet, chacun des sous-piliers, on va dire, est intéressant et essentiel pour que ça fonctionne bien, quoi. Absolument. Et c'est ce que nous, on voit dans les équipes extrêmes. En fait, ces équipes extrêmes qui nous montrent ça. Euh, L'équipe de France de rugby, qui est un des sports favoris, ou la patrouille de France, regardez, si vous prenez chacune des 12 thématiques, s'il y a une seule thématique où on est un peu faible, eh ben, on va avoir des difficultés, soit de sécurité, soit de performance, c'est évident. Mmh. Alors j'ai une dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à nos étudiants, ce serait quoi? Ben, si ce sont des étudiants en management qui vont être des futurs managers, ben, qu'ils soient conscients de l'importance de ces 12 thématiques, première chose. Ensuite, il faut comme ils sont appelés à être managers ou leaders, ils doivent être conscients de qui ils sont. Et je crois qu'il faut rester soi-même. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, d'être conscient aussi de là où on est bon et là où on est un peu moins bon, et de savoir s'entourer des complémentarités. Et ça, c'est important. Et puis, dans tous les cas, garder le sourire, et être motivé. On a besoin de ça aujourd'hui. Regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et on est un pays extraordinaire, on a des gens extraordinaires, mais il faut que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est ça le secret. Merci beaucoup Patrick. Je vous en prie, Gaël. Merci de votre invitation et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Notre podcast vous a plu? N'hésitez pas à le soutenir, liker, commenter ou parlez-en autour de vous. La fabrique des talents? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents.